Cher François, chers amis, nous avons le plaisir cet après-midi d'accueillir Jean-Michel Blanquer. Alors vous ne le voyez pas encore à l'écran, il va apparaître dans quelques instants. Moi je le vois sur les retours. Il a le même temps que nous avons à Guidel cette année, c'est-à-dire un grand soleil. Et ça nous fait très plaisir de l'accueillir une nouvelle fois, puisque Jean-Michel Blanquer est sans doute l'un des membres du gouvernement qui a ses habitudes à Guidel, où il a été très régulièrement invité. La politique de l'éducation, c'est une priorité pour le MoDem. Et nous avons, avec François, avec le mouvement démocrate, avec Sarah El Haïry, avec Nathalie Elimas, eu l'occasion à de nombreuses reprises d'aborder cette question avec toi lors de tes participations à Guidel. Et nous te remercions d'être une nouvelle fois présent parmi nous, même si c'est à distance. Je vous remercie d'accueillir Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci pour cet accueil. Et c'est vrai, je crois que je suis venu physiquement ou virtuellement chaque année. Et vous me permettrez d'ailleurs, pour commencer, d'avoir une pensée pour Marielle, puisque la dernière fois que je suis venu, je la vois encore avec son beau sourire et m'accueillant. Et donc, j'ai évidemment une pensée pour elle, comme j'imagine vous l'avez en permanence pendant toutes ces journées. Et merci à toi, Jean-Noël, pour l'invitation. Ça m'a évidemment fait très plaisir. Pour rien au monde, j'aurais raté le fait de pouvoir vous parler, même si j'aurais aimé encore plus être présent. Et merci à François, bien sûr, et à vous tous, à Patrick qui doit être là, à Marc, à Jacqueline, à Geneviève, mes collègues du gouvernement. Et puis, vous le savez, je suis devenu un fief MoDem depuis un peu plus d'un an avec l'arrivée de Nathalie et de Sarah, que je salue aussi. Je sais qu'elles ont beaucoup participé aux ateliers. Et donc, je suis toujours très heureux d'être en convergence avec vous et en rencontre avec vous. Donc, merci pour cette invitation. Je sais que vous avez déjà abordé des thèmes très, très importants et qui sont essentiels, non seulement pour le prochain programme présidentiel et législatif, mais tout simplement pour la France. Vous avez parlé d'écologie humaniste, de démocratie, d'Europe, bien sûr, d'égalité des chances, autant de sujets d'ailleurs que je touche moi-même. Je pense d'ailleurs au thème européen dont vient de parler Clément Beaune, qui est si essentiel et auquel nous participons tous. Hier, j'étais justement dans ces conférences qu'il organise. Pour ma part, c'était à Strasbourg. Et c'est l'occasion de pousser le thème européen dans ses dimensions les plus concrètes. Et je signale au passage que d'ailleurs, l'éducation devient de plus en plus un sujet européen. Je le pousse comme tel. Et nous allons faire avancer beaucoup de sujets à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, comme par exemple la circulation des professeurs en Europe, la formation des professeurs conçus de manière plus européenne, et la mobilité des lycéens professionnels, donc des sujets très concrets et très européens à la fois. Donc vous avez abordé beaucoup de sujets. Je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, essayer d'être complémentaire de ce qui a pu se dire, et puis peut-être lancer le débat, puisque je crois que vous avez prévu que, sauf erreur, qu'il y ait des échanges avec la salle, en voulant finalement développer une idée assez simple, mais à mes yeux extrêmement importante, c'est qu'au fond, on est dans une période historique très particulière, très complexe, où la démocratie peut se sentir fragilisée. Et alors même que dans les années 90, nous pensions que l'horizon démocratique était ouvert, ces dernières années, nous pouvons avoir le sentiment d'une inquiétude démocratique, aussi bien d'un point de vue externe, puisque sur le plan géopolitique, les régimes autoritaires gagnent du terrain, mais aussi sur le plan interne, puisqu'il y a des forces antidémocratiques, anti-républicaines, qui prennent de l'importance dans notre pays comme dans d'autres pays, et on doit évidemment s'inquiéter des facteurs de cela, les analyser, et évidemment avoir une contre-offensive démocratique forte. Et l'idée assez simple, mais qui nous emmène dans beaucoup d'endroits, que je voudrais tout simplement défendre, c'est que ce qui sauvera la démocratie, c'est la République. Dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, on a parfois eu tendance à opposer les deux mots. Peut-être parce qu'aux États-Unis, il y a un parti démocrate et un parti républicain, mais qui ont avec un sens très différent du sens que nous pouvons donner en France. À mes yeux, la démocratie sera sauvée par la République parce que la République porte justement ce qui peut permettre de consolider ce qu'on considère comme étant les piliers habituels de la démocratie et qui sont fragilisés dans la période que nous vivons. Parce que finalement, c'est quoi les piliers de la démocratie? Et ça va m'amener évidemment à parler d'éducation. Le premier des piliers, c'est le mot peut-être le plus important en politique, essentiel au moment de la Révolution française et même avant dans la pensée des Lumières. Et ce mot, c'est celui de liberté. La liberté, c'est donc dans la déclaration de 1789 la garantie des droits.
Les libertés se sont multipliées depuis 2 siècles, plus de 2 siècles, à la faveur de différentes conquêtes. Mais aujourd'hui, on la voit fragilisée, soit parce que les libertés rentrent en contradiction entre elles-mêmes, soit parce que les libertés sont menacées par différentes dimensions de notre vie. Il est évident que la crise sanitaire est un grand défi pour la liberté, que certains ont même été jusqu'à dire que les régimes autoritaires étaient plus efficaces dans la lutte contre la crise sanitaire parce que plus capables de restreindre la liberté. Je crois que c'est une fierté qu'on peut avoir en France d'avoir eu un président de la République qui, avec sa majorité, son gouvernement, a su mettre le curseur de la restriction des libertés à l'endroit minimal nécessaire pour aller vers cette crise sanitaire et pouvoir la gérer. Et il est évident que quand nous en sortirons pleinement, nous devons chérir plus que jamais la liberté et défendre les libertés. Et mettre la liberté au centre de la pensée politique, c'est une idée profondément républicaine et c'est ce qui renforce la démocratie. La garantie des droits, c'est le premier principe et c'est important aussi que les institutions préservent cette liberté, ce qui amène à la deuxième idée démocratique fondamentale, elle aussi fragilisée parfois dans le monde contemporain, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Là aussi, dès 1789, la séparation des pouvoirs est essentielle et cette séparation des pouvoirs, elle est parfois malmenée dans le monde dans lequel nous vivons. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, mais aussi bien d'autres pouvoirs. Je pense au pouvoir médiatique qui est devenu essentiel aujourd'hui et qui parfois manque de contre-pouvoir. C'est tout l'enjeu des fake news, de la difficulté que l'on a aujourd'hui à ce qu'une vérité sereine et un débat basé sur des éléments rationnels s'installe dans le débat public au lieu des radicalisations diverses et des irrationalités diverses qui nous habitent. De nouveau, la pensée républicaine me paraît essentielle face à cela. D'abord parce qu'elle accompagne la notion de séparation des pouvoirs, mais aussi parce qu'elle vient justement avec le thème de l'éducation. L'éducation a été dans l'histoire de la République l'élément de consolidation fondamentale. Toute la Troisième République se consolide en même temps que l'école de la République se consolide. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on peut faire un parallélisme entre la fragilisation de notre démocratie et la fragilisation de notre éducation. Lorsqu'il y a les mouvements anti-vax un peu importants ces derniers temps, on peut faire un parallèle avec un affaissement de la culture scientifique dans la population générale et avec un certain nombre d'abaissements de la pensée logique dans notre débat public. C'est pourquoi le thème éducatif est si essentiel. C'est la colonne vertébrale de notre pays et c'est à mes yeux le chantier fondamental. Je l'ai beaucoup dit et écrit ces derniers temps, et puis surtout avec vous tous, et je vous remercie du soutien indéfectible que j'ai toujours eu du MoDem, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi avec vous, les militants, les élus. C'est pour cela que nous nous sommes attelés à cette renaissance finalement du système éducatif français depuis 2017. Alors, cette renaissance, elle passe notamment par l'école primaire. Vous vous souvenez de ce que je disais ici même à l'invitation de François en septembre 2017 sur nos objectifs, qui étaient notamment la consolidation des savoirs fondamentaux chez les élèves. Je crois qu'aujourd'hui, nous commençons à voir les premiers fruits de cette politique. Le dédoublement des classes est souvent vu comme étant l'avant-garde de cette politique et nous savons que c'est essentiel parce que c'est à la fois un sujet de consolidation des savoirs fondamentaux, mais aussi d'égalité sociale. Et rappelons que ça touche 400 000 enfants par an désormais, puisque nous dédoublons aussi une bonne partie des grandes sections de réseaux d'éducation prioritaire. Chaque année, donc, 400 000 enfants, avec un roulement, 150 000 nouveaux chaque année, bénéficient de cette politique. Les premiers enfants qui ont bénéficié de cette politique entrent en CM2 cette année. Et ils sont donc, c'était 60 000, et 150 000 d'entre eux rentrent en CM1 cette année. Et les premières observations qu'on a, les premières analyses, nous incitent à l'optimisme. C'est des élèves qui sont mieux partis dans leur vie scolaire, qui ont de meilleurs résultats. Et aujourd'hui, où pour la première fois depuis des décennies, nous contrôlons la fluence en lecture à l'entrée en sixième, nous nous donnons les moyens de vérifier que tout ceci est en train de se consolider. Pendant ces 4 ans, nous avons mis l'essentiel de nos augmentations budgétaires dans l'école primaire pour créer des postes, alors même qu'il y a des élèves en moins, ce qui est d'ailleurs un sujet grave et important, dont je sais bien que François s'est saisi au titre de ses fonctions de commissaire au plan, et qui est évidemment un thème de débat que je ne vais pas aborder maintenant, mais qui est fondamental, c'est-à-dire la démographie. Mais il se trouve qu'on a moins d'enfants et qu'on a quand même créé des postes à l'école primaire, 7500 postes, qui nous permettent non seulement
de faire ce dédoublement, mais aussi différentes politiques en faveur des directeurs d'école, en faveur de l'école rurale, etc., etc. L'amélioration de la situation à l'école primaire est aujourd'hui une donnée forte. De la même façon, vous le savez, il y a eu la politique devoir fait au collège, qui est faite pour, là aussi, élever le niveau général et lutter contre les inégalités sociales. Et puis en troisième lieu, les réformes du lycée professionnel et du lycée général et technologique sont faites là aussi pour élever le niveau général, puisqu'on a des élèves qui choisissent davantage ce qu'ils font. C'est les fameux enseignements de spécialité au lycée. Et là, les quelques premiers échos qu'on a de certains acteurs de première année de l'enseignement supérieur, je pense aux classes prépa par exemple, nous disent qu'on a des élèves quand même plus motivés, sachant davantage pourquoi ils ont fait les choses et pourquoi ils ont choisi. Bien sûr, sur ce deuxième sujet qui est celui du lycée, les choses, elles aussi, prennent du temps et les résultats se verront dans la durée. Et puis, nous avons quand même été durement affectés par la crise sanitaire. Et d'ailleurs, et certains problèmes de l'année dernière, dus à la crise sanitaire, peuvent interférer avec l'évolution de nos réformes. Pour autant, nous sommes le pays qui a maintenu ses écoles ouvertes et le pays qui a continué à creuser un sillon de réformes, à mes yeux, fondamentales, sans se laisser détourner par la crise sanitaire. Nous en verrons les résultats, nous les verrons dans les enquêtes internationales des prochaines années. Je pense à PISA de l'année prochaine, qui sera publiée l'année suivante. C'est pourquoi d'ailleurs je mets en garde contre toute une série d'articles ou d'interventions que l'on voit ça et là, où on fait référence par exemple à PISA 2018 pour dire la France est en déclin et, et continue son déclin. Non, les enquêtes internationales ne nous disent strictement rien des résultats des politiques éducatives françaises depuis 2017. La dernière grande étude, c'est PISA 2018. Ça porte sur des élèves qui ont 15 ans à ce moment-là. Et évidemment, ça ne dit rien de ce qui a pu être fait. Et les vraies enquêtes internationales qui traduiront cela ne sont même pas celles des prochaines années, mais encore celles des années suivantes. Néanmoins, je pense que nous mesurerons ces rebonds assez vite, et en tout cas, nos évaluations nationales nous permettent d'être confiants sur ce point. J'insiste cela dans le cadre de ce que je vous disais sur la République consolidant la démocratie, puisque je pense que c'est l'école de la République qui peut consolider la démocratie. Il n'y a pas de démocratie si on n'a pas une population qui, de manière aussi homogène que possible, bénéficie d'un bon niveau d'éducation, si on ne lutte pas contre les inégalités sociales par l'égalité des chances. Et ce qui permet une société de liberté, c'est une société qui a une école solide pour tous, donnant notamment un bon départ dans la vie grâce aux savoirs fondamentaux. Et pour cela, il faut un sillon long. C'est pourquoi je suis heureux de pouvoir continuer dans ce ministère encore maintenant. Je pense que le signal qui est envoyé, comme François avait su le donner en son temps, c'est un signal de stabilité, c'est-à-dire de capacité à mener une politique pendant un temps suffisamment long pour pouvoir imprimer quelque chose en étant conscient que les sujets éducatifs ne se résolvent pas du jour au lendemain. Et qu'il faut pour cela de la suite dans les idées, comme on dit. Alors, je suis heureux pour cette action de compter avec Nathalie Elimas et Sarah El Haïry, en plus de Roxana Maracineanu. C'est important de dire aussi que depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis juillet 2020, nous développons une vision qui est elle aussi très fortement dans la tradition de la République, c'est-à-dire une vision complète de l'enfant, en ayant l'éducation nationale, la jeunesse et les sports dans un même ensemble. Et c'est ce qui nous a permis, par exemple, de faire les vacances apprenantes depuis l'été 2020. C'est ce qui nous permet de développer le plan mercredi. Et je sais que les élus locaux parmi vous savent de quoi on parle quand on évoque cela et la dimension sociale et éducative que tout ceci comporte. Donc l'équipe que nous formons ensemble, tous les quatre, depuis juillet 2020 et plus largement avec la majorité parlementaire et avec vous tous qui nous soutenez, nous aidez, nous relayez, nous inspirez pour cette action, eh bien, cette équipe travaille pour que justement l'égalité des chances soit une réalité. Quand on développe cette année, par exemple, le pass culture et le pass sport, qui concrètement permettent une ouverture vers la culture de tous les enfants de France et les pratiques sportives d'un maximum d'enfants en France, nous sommes évidemment dans un travail socio-éducatif profondément républicain et profondément consolidant pour la démocratie. Nous sommes environnés de discours pessimistes, gris, catastrophistes, de tous ordres, avec souvent des arguments qu'on peut complètement entendre sur la crise climatique, par exemple,
ces inquiétudes sur les enjeux migratoires, sur les menaces liées aux nouvelles technologies, par exemple le contrôle social tel qu'il se développe en Chine actuellement au titre des nouvelles technologies. Donc c'est vrai qu'il y a des phénomènes mondiaux, nationaux, qui parfois paraissent assombrir le futur. Mais en même temps, nous avons la conviction que, en prenant les choses à bras-le-corps, en ayant une vision non seulement française, mais aussi européenne de la nécessité d'avoir des politiques publiques adaptées, de défendre nos valeurs, qui sont d'abord et avant tout des valeurs de liberté, eh bien, on peut y arriver. Et moi qui vais souvent dans des classes, je régénère souvent mon optimisme à cette fréquentation des classes. Chaque fois que je parle de tous ces sujets, j'ai en tête ces enfants que je rencontre, ces professeurs que je rencontre, assez différents de l'écho qui est donné dans les médias de tout cela. Et ce que je vois, c'est tout simplement une capacité à travailler. J'utilise volontairement ce verbe parce que je crois que l'enjeu de la valeur travail, avec celui de la liberté, fait partie des grands enjeux, peut-être même de la campagne présidentielle, parce que c'est aussi quelque chose qui a pu être touché ou abîmé par la crise sanitaire et qui doit être défendu. Et je vois donc des enfants et des adultes pour qui le travail veut dire quelque chose, pour qui le progrès veut dire quelque chose, pour qui l'optimisme veut dire quelque chose, et qui sentent bien que la bonne volonté, quand elle est là, et je crois qu'on peut parler de bonne volonté pour notre action publique, eh bien, rencontre leur bonne volonté. Donc, je pense que le mot politique n'a jamais eu autant d'importance qu'actuellement, et dans cette année préélectorale, il en a beaucoup, parce que les enjeux sont gigantesques. C'est des enjeux qui sont à l'échelle de l'histoire, qui sont à l'échelle du monde, et qui sont à l'échelle de notre pays. Et ces enjeux seront relevés, et je terminerai mon propos par cela, ils seront relevés d'abord et avant tout, pas seulement, mais d'abord et avant tout, par l'éducation. L'éducation est la clé de tout pour l'avenir. Ça a toujours été vrai, mais c'est encore plus vrai que jamais. C'est encore plus vrai parce qu'on sort d'une crise sanitaire gravissime où la moitié des enfants du monde ont pu être privés d'école, beaucoup ou fortement. De ce point de vue-là, on peut se réjouir de ce que nous avons pu faire en France, mais on doit avoir conscience que c'est une catastrophe éducative qui s'est passée à l'échelle mondiale, qui suppose donc des investissements éducatifs à l'échelle du monde. Et c'est ce que j'ai plaidé dans le livre que j'ai sorti récemment, c'est-à-dire le fait que nous ayons une vision renouvelée à l'échelle française, européenne et mondiale de l'argent public qui doit être consacré à l'éducation pour préparer des sociétés de paix, de fraternité et des sociétés démocratiques. Ces pistes-là sont concrètes, elles sont réelles, elles sont reliées à nos valeurs philosophiques de liberté, mais elles supposent d'être vraiment au travail. Pour être au travail, il faut être unis. Donc, je n'ignore pas aussi les enjeux d'organisation politique qui sont aussi présents dans ce congrès de Guidel. Et bien entendu, je m'y intéresse et je trouve que c'est très important qu'on soit bien organisé pour les échéances qui arrivent. Et nous serons d'autant plus unis que les enjeux d'organisation seront reliés aux grands enjeux politiques, philosophiques, de société, qui sont ceux de notre temps. Et je sais que le MoDem est toujours à la pointe de ces réflexions. Et c'est pourquoi j'ai plaisir à être avec vous aujourd'hui. Comme tout le reste de l'année, j'ai plaisir à travailler avec le MoDem et le tout avec l'équipe que je constitue avec mes deux secrétaires d'État MoDem. Merci à vous toutes et à vous tous. Et je suis évidemment ouvert à la discussion. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure le dispositif des vacances apprenantes qui a été mis en place, comme vous l'avez dit, à partir de 2020 et qui est né dans un contexte un peu exceptionnel. Ce dispositif a eu beaucoup de succès, que ce soit pour les colos apprenantes, l'été du pro, l'école ouverte ou mon patrimoine à vélo. Je voulais savoir si vous comptiez maintenir ce dispositif dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je suis très heureux d'approfondir un peu ce thème avec vous. C'est vrai que les vacances apprenantes sont nées dans le contexte de crise sanitaire aiguë, c'est-à-dire l'été 2020, lorsque, après le premier confinement, notre grand objectif, c'était que les enfants puissent avoir au maximum des vacances, prendre l'air, mais aussi rattraper autant que possible ce qu'ils avaient pu perdre du fait du confinement.
Ça a été une occasion donc de mettre les bouchées doubles pour améliorer le droit aux vacances des enfants. Et nous savons que c'est là aussi un très grand enjeu social que d'arriver à ce que tous les enfants de France puissent partir en vacances, mais aussi de développer une autre qualité de ce qu'on offre comme vacances aux enfants. Depuis plusieurs décennies, il y avait un déclin des fameuses colonies de vacances qui avaient connu leur apogée après-guerre et jusqu'aux années 60. Et ce déclin, on l'attribuait souvent au fait que finalement, il y avait peut-être une perte qualitative, c'était en quelque sorte démodé. Et ce que les vacances apprenantes ont permis, c'est une sorte de rebond des colonies de vacances et des formules qu'on propose aux enfants de tous les milieux sociaux grâce à un concept rénové. Et vous venez de citer plusieurs choses, puisque les vacances apprenantes regroupent en effet plusieurs formules. Il y en a une que j'aime beaucoup, vous l'avez citée à la fin, c'est mes vacances à vélo, par exemple. C'est quelque chose de tout simple, mais de formidable, c'est-à-dire d'en proposer aux enfants, en étant encadrés bien sûr, de partir plusieurs jours à vélo à la découverte de la nature et du patrimoine environnant. C'est donc apprenant, parce que c'est très culturel d'ailleurs, et puis on apprend plein de choses. Tout ceci donc est tellement bien qu'il fallait le reconduire, et on l'a fait je l'ai fait avec le soutien du Premier ministre. Et donc on a reconduit les vacances apprenantes en 2021, en ayant d'ailleurs plus le temps de les préparer. Et j'ai évidemment été l'avocat de leur perpétuation. Donc elles seront perpétuées à l'été 2022. Et ça fera évidemment partie de notre programme politique, parce que les vacances apprenantes font partie de cette vision éducative ample qu'on doit avoir pour les enfants. Et il faut toujours avoir en tête que le temps scolaire représente la minorité du temps de l'enfant, que ce soit à l'échelle quotidienne, hebdomadaire ou annuelle, et que l'on doit donc s'intéresser à tout ce qu'il y a d'éducatif dans ce qui lui arrive en dehors de ce temps scolaire. Et donc les vacances apprenantes font partie de ce qu'on pourrait appeler, c'est un mot un peu peut-être bizarre, mais le leg positif de la crise sanitaire. C'est-à-dire que parce que nous avons su tous collectivement être résilients par rapport à ce défi posé, eh bien, il y a certaines façons de faire qui resteront après la crise et qui seront utiles. Et là, je pense le rebond des colonies de vacances, notre capacité à régénérer notre vision du temps extrascolaire de l'enfant fera partie, je l'espère, de ce que nous aurons appris de positif dans notre façon de voir cette crise. Merci. Une deuxième question très rapidement, parce que le temps file. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Ma question concerne les enfants qui ont des besoins particuliers, donc les enfants atypiques, qui sont atteints de troubles 10, de TDAH. Alors on a eu la chance au mois de juin d'avoir la première journée nationale du TDAH. Et je voulais savoir, dans le cadre de l'école, comment le gouvernement, comment on pouvait accompagner les familles, mais aussi les enfants, pour qu'ils trouvent leur place dans l'école publique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très, très grande question aussi, qui rejoint d'ailleurs l'un des mots-clés qu'on doit avoir pour qualifier l'évolution en cours de notre système éducatif, c'est-à-dire la personnalisation des parcours. Tous les enfants ont droit à l'école, et chaque enfant est un cas particulier. Et l'école doit être capable de personnaliser le parcours de l'enfant, a fortiori quand cet enfant a un trouble X ou Y. C'est ce qui a été rassemblé sous la formule service public de l'école inclusive, c'est-à-dire d'une capacité à accueillir les élèves en situation de handicap, et plus globalement, les élèves ayant des troubles 10, par exemple, en font partie. Comme vous le savez, ça a été une politique archi prioritaire. C'est même là-dessus que le président de la République s'est prononcé entre les deux tours quand on lui a demandé de dire ce qui était sa grande priorité. Et depuis 2017, on est passé de 70 000 AESH qui étaient des contrats aidés à 125 000 CDD et CDI, et tout un travail qualitatif. Par exemple, pendant le premier confinement, les ressources en ligne que l'on a mis sur ces sujets, tout un travail qualitatif de formation des intervenants, d'organisation sur le terrain, ce qu'on appelle les PIAL, c'est-à-dire une capacité à organiser sur plusieurs établissements notre gestion des enjeux des enfants handicapés. J'ai saisi dès le début du quinquennat le Conseil scientifique de l'éducation nationale du sujet des 10 et plus globalement de notre capacité à nous adapter aux besoins des élèves ayant des problématiques de cette famille, y compris TDAH. Et donc c'est un sujet sur lequel nous avançons non seulement au titre de l'école inclusive, non seulement au titre aussi de la passation des examens, mais aussi au titre de la pédagogie et de la formation des professeurs. Parce qu'un des enjeux majeurs,
mais vous le savez bien, puisque j'ai l'impression que vous connaissez bien le sujet, c'est la formation initiale et continue des professeurs sur ces questions. Au travers de la loi pour l'école de la confiance, on a systématisé le fait que cette formation aux différents handicaps et troubles 10 fasse partie de la formation des professeurs. Et donc, c'est quelque chose qui se déploie. On n'est jamais parfait sur ces questions. Il y a évidemment encore bien des problèmes. C'est aussi pour ça qu'on a créé des comités départementaux pour que toute famille qui ait une difficulté en la matière puisse joindre un interlocuteur et exposer le problème et pour regarder comment on peut résoudre ce problème. Mais je crois que quand on regarde le chemin parcouru, il est quand même assez important. Et il y aura encore des progrès à faire, surtout dans un sens qualitatif, parce que je pense que dans le sens quantitatif, on a quand même désormais 400 000 enfants intégrés à l'école et qui auraient autrefois été considérés comme n'allant pas nécessairement à l'école. Et autour de ces enfants, tout un travail qui est fait de formation des intervenants. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. On peut l'applaudir très fort, je pense. Et bon congrès à tous. À très bientôt. À bientôt.